Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui un 10e anniversaire. Je suis heureux que ce soit avec vous. Bonjour Pierre Lours. Bonjour Anne. 10 ans d'émission, puisque j'étais au tout début de TV Liberté, et c'est la 401e émission que nous allons faire. Donc nous sommes très heureux de toutes ces années de bonheur. Vous êtes déjà venu à cette émission, Pierre Lours, pour commenter l'actualité. Vous êtes un amateur d'histoire et d'événements récents, et vous êtes extrêmement précis, et votre regard est assez acéré. Donc, je vous ai demandé votre aide pour présenter un livre qui sort aujourd'hui chez Contre-Culture, qui s'appelle « La mafia des démocraties ». Maurice Bardèche étant ce contempteur de ce système qui n'a pas dit visiblement que des réussites. Alors, petite bio d'abord de Maurice Bardèche, pour ceux qui seraient très jeunes. Eh bien, Maurice Bardèche est un universitaire, c'est un homme qui a fait tout de même une agrégation de lettres et qui a fait Normale supérieure, Normale lettres. C'est donc un homme très très brillant qui avait pour grand ami, Thierry Monnier et Robert Brasiliac. Ils révisaient leurs examens ensemble et ils partageaient ce qu'on appelait des turnes. Maurice Bardèche a commencé une carrière universitaire. Il était très jeune. Il a donc remplacé très vite des universitaires qui, eux, étaient engagés dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a tout de suite obtenu un succès considérable. Ses amphis étaient pleins. Et donc toute la guerre, il travaille avec beaucoup de succès dans l'université. Et puis, à la Libération, arrive cette chose horrible. Nous sommes le 7 février. Hier, nous célébrions le souvenir de Robert Brasiliac qui fut fusillé à Fresnes pour des prétextes divers et variés, puisqu'il n'a jamais collaboré. Mais en réalité, il avait été témoin de Katyn. Et vous savez que les Soviétiques ont éliminé tous les témoins de Katyn sur 50 ans. C'est tous ceux qui avaient aidé aux excavations, tous les officiers qui étaient présents. Et ils ont caché, vous le savez aussi, la responsabilité de ce crime, puisque c'était les Allemands qui en étaient accusés. Et ce que personne ne sait ou ne veut voir, c'est que les communistes étaient extrêmement importants à Paris, à la Libération. Ils avaient gagné la guerre. C'est le même ambassadeur qui est pendant toute l'occupation et après l'occupation. Et donc, il est fort probable, un jour on le découvrira dans les archives, que l'ordre avait été donné d'éliminer ce témoin qui en plus a écrit un livre de retour de Katyn. Donc, et c'est vrai que cette génération était assez anticommuniste, primaire, secondaire et tertiaire. Ça aussi, c'est une chose que nous avons oubliée, puisque le communisme est célébré depuis 1945 comme vraiment un grand moment, y compris dans l'Église. Maurice Bardèche, qui avait épousé la sœur de Robert Brasiliac, est effondré parce qu'il perd vraiment un très très grand ami et un frère. Et il va commencer à écrire ce pourquoi il n'était pas du tout programmé. Il va commencer à écrire des livres de commentaires sur cette période et qui vont être des livres extrêmement importants. Notamment sur l'épuration, sur une lettre à François Mauriac, sur cette exécution de Robert Brasiliac, et des livres, un livre sur Nuremberg. Et ces livres vont avoir de grands échos
parce qu'évidemment, il disait autre chose que ce que l'on lisait partout. Ce matin, nous allons traiter un livre qui s'appelle « La mafia des démocraties », qui est une anthologie des textes que Bardèche a écrit pour sa revue, qui s'appelait « Défense de l'Occident ». Et ces textes sont absolument étonnants parce qu'ils ont été écrits depuis la fin de la guerre jusqu'à aux années 80, 75, 78, et ils sont absolument prophétiques. Enfin, tout est dit, tout est expliqué jusqu'à aujourd'hui. Qu'en pensez-vous, Pierre? Écoutez, je voudrais déjà, en fait, je pourrais vous répondre tout simplement en lisant un premier extrait de Bardèche, un extrait qui date de 1953, juin 53, où Bardèche se situe. Oui. Et il dit « Nous sommes pour le peuple contre les privilégiés, pour les producteurs contre les parasites, et par principe, pour l'homme du métro contre l'homme de la voiture américaine. Nous sommes pour celui qui défend son salaire contre celui qui défend ses bénéfices. Nous sommes pour celui qui compte le samedi ses sous dans sa main et il trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Contre le malin qui change des dollars contre des piastres ou qui gagne son luxe arrogant par l'usure, la trahison, les combines, les bakchiches et la spéculation. » Voilà. On y est. On sait qui parle, on sait d'où il parle, en tout cas. On y est. Est-ce qu'on peut peut-être lire aussi ce credo que j'aime beaucoup de Maurice Bardèche, parce que il dit parfaitement son jugement, et sa lucidité est assez étonnante. Je crois que le monde moderne est une entreprise de dénaturation de l'homme et de la création. Je crois à l'inégalité parmi les hommes, à la malfaisance de certaines formes de liberté, à l'hypocrisie de la fraternité. Je crois à la force et à la générosité. Je crois à d'autres hiérarchies que celle de l'argent. Je crois le monde pourri par ses idéologies. Je crois que gouverner, c'est préserver notre indépendance, puis nous laisser vivre à notre gré. J'ai envie de dire, après ce credo, on pourrait aller se promener. S'il y avait des jardins au Kremlin. C'est un credo magnifique, je trouve, et encore une fois, prophétique. Oui. Alors d'ailleurs, on peut juste ajouter à ce credo, compléter ce credo, par une autre citation qui vient des textes de Bardèche, et où il dit « Toute notre pensée moderne est pénétrée d'une haine sournoise contre les vertus de l'homme. Elle est une vaste entreprise de subordination et d'émasculation qui agit à la fois par la publicité, par l'érotisme, par le pseudo-scientisme, par le culte de l'absurde, de l'abandon, de l'angoisse, toute belle chose qui nous transforme en chauve-souris hagarde et baveuse et nous montre l'homme se cognant en aveugle au mur de son cachot. » Oui, alors, ce texte est important parce qu'en plus de ça, et c'est la page 31. C'est 31, parce qu'il fait une digression sur l'art. Et il nous montre que l'art qui nous est donné est l'expression de cette hébétude. Et ça, c'est très étonnant. Nos écrivains et nos peintres transforment notre vie en cauchemar parce qu'ils ne croient pas à notre liberté. Les monstres par lesquels ils symbolisent le monde moderne ne répètent qu'une seule idée, leur conviction que l'homme n'est pas libre de forger son destin. Cette musique barbare annonce l'esclavage. Avec elle apparaissent les accessoires du pharaonisme. Les foulées hébétées
les monuments gigantesques, les courtisanes adorées, les divinités monstrueuses et barbares, comme si l'homme épouvanté, quand les murs dressés contre lui l'écrasent, ne savait élever d'autres images des dieux que celles d'araignées, de reptiles, d'oiseaux fantastiques et sanguinaires, archanges du monde absurde et tyrannique auquel il ne se sent pas la force d'échapper. Des épileptiques écrivent sur nos murs des graffitis incohérents. Nous aurions tort d'y voir l'expression de l'art. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus inquiétant. Ce sont les symboles d'une espèce de religion du désespoir et de l'abdication, d'une religion tournée contre l'homme. Ce sont les cultes maudits que la détresse inspira aux Hébreux quand l'esclavage leur paraissait sans fin et quand la voix de Dieu leur semblait éteinte à jamais. Cette explication, j'avais jamais pensé que les graffitis qu'on voyait venaient finalement de l'expression d'un désespoir, Ah oui, c'est certainement un cri de désespoir, c'est certain. Et c'est très désespoir d'ailleurs qui est encouragé. Bien sûr. Qui est encouragé. C'est le thème du texte de Maurice. Et oui. Et cet encouragement, cette ambiance de destruction, cette ambiance de déstructuration, de confusion, évidemment, tout ça, c'est permis par la démocratie. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, ce constat que fait Maurice Bardèche, d'autres gens le font à l'époque. Bernanos a des textes très importants sur l'homme moderne et le monde moderne qui enferme l'homme. Et il y a un autre écrivain du même temps que vous aimez beaucoup, que je connais moins, donc je vous laisse en parler, mais qui lui est pas du tout un homme de droite. C'est un bon catho de gauche. Oui, c'est Henri Guillemin. Henri Guillemin, c'est un personnage excessivement intéressant qui a vécu pratiquement tout le long du XXe siècle, 1903-1992, qui a fait aussi Normal Sup, oui. Comme Bardèche. Il a été copain de Sartre, de Nizan. Il connaissait très très bien Mauriac, il connaissait aussi Pompidou. C'est vraiment un intellectuel combattant et qui combat les apparences de vérité, les vérités convenues, les hypocrisies, l'histoire bien pensante des gens de bien, comme il dit. Les gens de bien, ce sont évidemment les dominants. Et c'est pas le bien là-dedans n'a pas beaucoup de place en fin de compte. Non. Et en fait, c'est vraiment un empêcheur de tourner en rond. Et heureusement que cet homme a vécu est parti dans l'autre monde en 1992, parce que de nos jours, il serait bien sûr taxé de complotisme. Forcément, il essaye de voir derrière les choses, il essaye de voir derrière les apparences, il essaye d'être intelligent, il essaye d'approcher la vérité. Donc évidemment, c'est un complotiste. C'est quelqu'un qui lutte contre le mensonge. C'est donc un complotiste. Il a travaillé avec Marc Sangnier, qui est le fondateur du Sillon, le Sillon, c'est la démocratie chrétienne, c'est cette branche, et le Sillon a pour but de réaliser en France la République démocratique. Et quand ils disent ça, quand Marc Sangnier dit ça, c'est qu'évidemment la République qui existe n'est pas démocratique, et la démocratie n'est pas démocratique non plus. Et Henri Guillemin, justement, décrit cette démocratie en s'appuyant sur tout simplement Monsieur Thiers, qu'il prend pour quelqu'un d'excessivement intelligent et d'excessivement habile, ce qu'était vraiment Monsieur Thiers, très cultivé, un grand historien, engagé bien entendu, mais un grand historien. Et il analyse, il s'appuie sur ce qu'a dit justement Thiers au moment juste après la guerre de 70, et où Thiers, en s'adressant à ses camarades parlementaires, dit « Écoutez, j'ai bien réfléchi. La monarchie, qui, on sait bien, était au fond du cœur de Thiers, n'est pas véritablement l'institution qui est la plus appropriée pour défendre nos intérêts, pour défendre justement les gens de bien, pour défendre
les gens qui possèdent, les possédants, les dominants. Et il a dit non, c'est pas ça, c'est pas bon la démocratie, la monarchie. Parce que la monarchie, vous comprenez, elle repose sur un homme qui est apparemment désigné par l'absolu, par Dieu, mais c'est un homme. Et il est tout seul. Et donc, étant tout seul, on peut très bien le prendre comme tête de Turc. On peut même lui couper la tête. On l'a vu. Et alors que la démocratie, la République, c'est quoi la République? C'est en fait la majorité de la population, donc 50% plus une voix, qui, soi-disant, gouverne. Et donc, la République a été élue par tout le monde, elle est légitime, et donc la démocratie, légale, on va dire. Elle est légale, et légitime. donc oui, elle est légale, et donc cette démocratie est le fruit de la liberté que le peuple a exercée pour l'élire. Et donc, si vous vous levez contre cette démocratie, mais vous êtes un liberticide, vous êtes un affreux, c'est pas possible. Donc la population ne peut pas se lever contre une créature qui émane d'elle-même. Et alors, Henri Guillemin... Il a tout compris. Il a tout compris, Thiers. Et Guillemin a compris que Thiers avait bien compris. Et donc, je vais vous lire son texte de Guillemin, qui est celui-ci. Donc, l'institution parlementaire est la forme de gouvernement la plus aboutie pour assurer l'hégémonie de la bourgeoisie et priver le peuple de sa prétendue souveraineté. Le grand danger, tout le monde le sait, vient des pauvres. Ces esclaves qui doivent demeurer des esclaves dans une société bien organisée. La République conservatrice est très supérieure à la monarchie pour le maintien de l'ordre. Dans une république, le pouvoir est l'émanation de la volonté générale, laquelle d'ailleurs dans la réalité est celle de la majorité des citoyens. C'est pas la généralité, c'est juste la majorité. Plus d'insurrection dès lors qui se puisse faire, théoriquement, au nom de la liberté, puisque la liberté elle-même, c'est la démocratie, qui fait la loi et désigne le pouvoir. Une insurrection sous la République est un attentat contre la République. Prodigieux avantage. Il suffit donc de bien mener, chose facile, le suffrage universel, pour disposer grâce à lui d'une puissance plénière de commandement. Une République occupée, dirigée par les conservateurs est infiniment mieux armée et plus efficace qu'une monarchie pour la protection des possédants. Et alors, il explique effectivement, en analysant l'histoire politique française, que depuis la Révolution, toutes les élections, alors au début censitaire et ensuite au suffrage universel, sauf que les femmes n'avaient pas le droit de voter. Elle est redevenue censitaire maintenant. Oui, pas par l'exercice. Ça, on va y venir. Oui. Oui. Et donc, il explique que toutes ces élections ont donné effectivement des majorités qui ont toujours protégé les intérêts de la bourgeoisie, des possédants, des gens de bien. Et il y a eu des petits moments où il y a eu un petit peu de flottement. Alors c'est le Front populaire, c'est le cartel des gauches, mais ça n'a pas duré. Non. Ça n'a pas duré. Les choses on a donné un tout petit peu pour faire semblant. On a remis le couvercle très vite. Oui. Voilà. Ben, c'est par exemple en 36 ou même en 68 où on augmente les salaires et puis on rattrape cette augmentation par l'inflation. C'est ça. Oui. Donc voilà. Voilà, donc Henri Guillemin, c'est vraiment un homme qui, en fait, si je vous avais pas dit que c'était lui, vous auriez très bien pu penser que c'était un texte de Bardèche. Absolument. Hein. Et alors, je rajouterais pour terminer, alors il a écrit, c'est quelqu'un qui a eu une grande carrière de critique littéraire et d'historien. Il a fait... il écrivait des biographies excellentes qui étaient assez agressives. C'est ça son idée. Alors Bardèche a aussi fait de très belles biographies. Il est très connu dans le milieu universitaire pour avoir fait une très belle biographie sur Balzac, de Céline, en fait, c'est un homme qui a énormément travaillé. Proust, bien sûr, Stendhal. Il a écrit une histoire des femmes que nous avons traitée dans cette émission.
une histoire du cinéma et une histoire de la guerre d'Espagne avec Robert Brasillach. Donc c'est un homme qui a aussi écrit des biographies. Mais en effet, Guillemin, c'est un type particulier de biographie. Alors c'est pareil, c'est très vaste comme les sujets qu'il a abordés. Il y a Rousseau, il y a Jaurès, il y a Bonaparte. Alors, Bonaparte, il le démolit, mais il dit que c'est une espèce de petit opportuniste qui pouvait trahir n'importe qui, n'importe quand. C'était une sale bête. Enfin vraiment. Et alors il dit dans une interview qu'on peut voir sur YouTube, une interview de la télévision suisse. D'ailleurs, il y a plein de choses sur YouTube concernant Guillemin, parce qu'il a fait plein d'émissions télé. Ça a été en fait un peu un Alain Decaux avant l'heure, quoi. Et excellent, vraiment très vivant. Tout ce que vraiment, c'est très agréable d'écouter ces vidéos. Et en parlant de Bonaparte, il dit effectivement, j'ai fait une biographie qui est à charge, mais il dit qu'il ne rien regretter parce qu'il s'est fondé sur des choses vraies, précises et honnêtes. Mais néanmoins, il les juge. Et en dehors de Bonaparte, il a écrit sur Céline, sur Jeanne d'Arc. Il a fait une biographie de Jeanne d'Arc qui est très belle, où il trouve que le personnage de Jeanne d'Arc est tout à fait admirable et respectable. Il a traité de la Commune de Paris, etc. Enfin bon. Et pour clore Guillemin et revenir à Bardèche, il dit, Guillemin, la démocratie, le meilleur système pour préserver l'ordre public. Il y a un petit nombre de mains qui décident de la politique mondiale. Si vous voulez, c'est alors là. C'est quand même inouï parce que c'est écrit il y a 50 ans. Ah oui, voilà. Et Bardèche lui écrit « La démocratie n'est nullement l'exercice du pouvoir par le peuple, comme le croient les naïfs. Elle a peut-être été en cela en 48 et encore en 1870, mais elle est devenue tout autre chose. Elle est devenue l'exercice du pouvoir par les groupes politiques et financiers qui se sont partagés depuis 50 ans le pouvoir réel en se servant comme hommes de paille des politiciens démocratiques. » Alors ça, on y est aussi. Oui. Tout simplement parce qu'en fait, les partis sont payés par ces hommes d'affaires et ces hommes et tous les oligarques de la planète. Bien sûr. On a parlé des oligarques russes, mais en réalité, les oligarques, ils existent à l'échelle de la planète. Bien entendu. Et on voit bien que le député a des tout petits moyens et qu'en général, le pouvoir se passe pas parfaitement de l'avis du député. D'ailleurs, il est même choisi pour qu'il n'ait pas d'avis. Parce que autrement, si vous voulez, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une petite anecdote où il y a Pompidou qui dit à De Gaulle, quand même, ces militaires, ces grands militaires qui sont autour de nous, il faudrait quand même choisir des types qui ont une vision stratégique, qui ont du caractère. Et De Gaulle lui répond, on n'a pas fini d'être emmerdé. Si vous voulez, c'est la même chose. Là, c'est avec les militaires, mais les députés, c'est pareil. C'est des troupes d'exécution. C'est pas eux qui commandent. Dernièrement, on me demandait si effectivement il était plausible que des grands généraux qui dirigent notamment la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, aient refusé au président de la République, Emmanuel Macron, d'intervenir dans la mer Rouge contre les Houthis. Je dis mais non, un général qui est à ce niveau ne refuse pas ce genre de choses. Il a été choisi parce qu'il est la soumission parfaite. S'il n'est pas quelqu'un de soumis, il n'est pas choisi. C'est pas compliqué. Voilà. Alors ça veut pas dire qu'il n'a pas du courage, dans la direction de ses troupes, etc., etc. Ça n'a rien à voir. Mais face à l'autorité supérieure et l'autorité politique, un général, en France, de nos jours, est quelqu'un de soumis. On l'a vu dans tous les généraux dits de plateau, on l'a vu avec les médecins dits de plateau, il y avait des doxas et il ne fallait absolument pas contredire ces doxas. Mais non. Alors, il y a il y a l'argent, donc maîtresse de la démocratie, mais il y a aussi la propagande. Et ça, Bardèche y est très sensible. Évidemment, comme c'est un esprit libre, il sent la propagande à plein nez. J'ai envie de dire comme une crotte au milieu de la table. Oui. Et il y a des gens qui sentent la propagande et il y a des gens qui ne les sentent pas du tout. Ça, je ne sais pas comment ça se fait, mais
mais ceux qui ont la narine extrêmement sensible passent des jours difficiles. La propagande, et qui en fait nous apporte la propagande, c'est pour lui le deuxième mal de cette fin de XXe siècle, c'est le communisme puis le maoïsme. Le communisme, pour lui, est tout de même responsable d'effrayantes choses, et bien évidemment de la Deuxième Guerre mondiale, puisque, enfin, on rentre pas dans les détails, mais le communisme, qui est donc vainqueur en 1945, qui nous tombe sur la tête avec tous ces axiomes. Nous sommes égaux, nous sommes et toutes les fadaises habituelles. Et il parle aussi de la version maoïste. Et alors, la version maoïste, c'est du solide. Et alors, ça prend son éclairage aujourd'hui, parce que le maoïste, c'est la culpabilité de l'homme blanc. C'est l'homme blanc, c'est l'Occident qui est responsable de tout. Or, nous y sommes. Nous y sommes. Ce mouvement wokisme, en fait, c'est une très vieille histoire, mais qui s'est parfaitement développé et qui submerge la planète. Et alors, bien sûr, ça, je suis absolument d'accord avec vous, l'Occident donc est responsable de tout, et qui plus est, les Occidentaux sont des faibles. Et je rappelle une des images de propagande qui existait en Indochine quand la France était là-bas et luttait contre les communistes, les communistes. Quand ils allaient dans les villages, les Viettes, ils prenaient un œuf, ils cassaient un œuf dans un grand bol. Oui. Donc il y avait le blanc et le jaune. Oui. Ils prenaient une fourchette, ils battaient. Ils disaient, voyez, ça reste jaune. Ça reste jaune. Voilà, terminé. Donc, et ça n'a pas changé. Ah, je savais pas ça. Ça n'a pas changé. Ouais. C'est toujours la même idée que nous sommes coupables, mais maintenant nous sommes faibles et maintenant on peut y aller. Et nous sommes forts. Maintenant nous sommes forts et c'est nous qui allons gagner. Ah oui, nous sommes forts, nous les contestataires, ceux qui ne sont pas blancs, nous sommes forts et donc on peut bouffer les blancs. Ça. On peut les bouffer. Et c'est vraiment le mot d'ordre actuel. Enfin, oui. Et alors ce qui est terrible, c'est que parmi je dis les blancs parce que c'est le plus simple, les occidentaux, la couleur n'a rien à faire là-dedans. Vous avez des gens de toute couleur, de toute race, de toute race qui sont au fond d'eux-mêmes, qui ont la civilisation occidentale dans la peau et qui sont vraiment du culture occidentale judéo-chrétienne, bien etc. Sûr, oui. Bon, et le problème, c'est que parmi ces blancs entre guillemets, vous avez évidemment une partie d'entre eux qui ont pris le pouvoir et qui ont bien senti que l'Occident était quand même sur le déclin et qui se sont dit, nous, on va s'en sortir en trahissant et en vendant et en... Voilà. Oui, le vrai problème, c'est la faiblesse de l'Occident, c'est la faiblesse, finalement, de l'Européen. Ah oui. Et alors ça, pour Maurice Bardèche, c'est vraiment le péché majeur, c'est la faiblesse. Un gouvernement qui est faible ne peut rien. Ah oui. Exactement. D'ailleurs, nous ne faisons pas l'éloge du fascisme, rassurez-vous, chers amis de TV Liberté, mais quand même, des parents qui seraient que faiblesse ne pourraient pas éduquer leurs enfants. C'est la même chose pour un gouvernement. Un gouvernement qui est faible ne peut pas changer les choses, ne peut pas faire le bien, ne peut pas faire le bien social et ne peut pas gérer un pays. Et alors il le dit d'ailleurs à un moment donné, il dit mais un gouvernement fort peut tout. S'il le veut, contre les riches. Les riches étant effectivement ceux qui exploitent les pauvres, qui exploitent les oligarques. Exactement, ce sont les oligarques. Donc un gouvernement fort peut tout, car il dispose des deux seules armes que craignent les riches. La police et l'économie. La police qui permet de les atteindre dans leur personne, l'économie qui permet de les atteindre dans leur puissance. Si vous voulez, là, on est au cœur de la lutte politique. Rappelons-nous Philippe le Bel avec les Templiers. À un moment donné, alors les Templiers en soi, leur cause, leur croyance profonde, etc., c'était pas un problème pour Philippe le Bel. Mais le problème, c'est que les Templiers avaient pris le pouvoir de l'argent et presque le pouvoir militaire. Donc c'était plus possible.
Il s'était accaparé, en quelque sorte, l'État. Et comment faire pour... Et puis ils avaient ce pouvoir international, puisque leur pouvoir était très étendu. Exactement. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est le roi? Eh ben, on tape, on emprisonne... Et on brûle. Et on brûle, et on confisque. Et donc, si vous voulez, c'est là où c'est terrible. Alors, Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il a fait vis-à-vis de ces oligarques? Oui. Il n'a pas confisqué l'argent, mais il leur a dit, attention, il y a une limite. Oui. Il y a, ça, c'est votre domaine, l'économie, l'industrie, l'argent. Oui. Dès le moment où vous agissez pour que l'État, en quelque sorte, en tire lui aussi les bénéfices, mais au-delà de cette limite... Il n'y a plus de borne. Voilà. On s'arrête. Voilà. Donc voilà ce qu'il a fait. Il a fait comme Philippe le Bel, en fait, Vladimir Poutine. Alors, dans l'Europe de l'Ouest, on fait différemment. C'est les grands oligarques, allez-y. Et on emploie la force contre qui? Contre le bon peuple. Eh oui. C'est quand même, c'est ce que les Gilets jaunes ont vu. Les paysans les agriculteurs ne l'ont pas vu parce que ils ont fait très attention de rester dans les clous. Et il y avait un dialogue entre la FNSEA et le gouvernement. Très visiblement, c'est la FNSEA qui a dit il faut repartir dans ces chaumières. Mais visiblement, la force maintenant est employée contre le peuple. D'ailleurs, Macron a acheté des blindés, des armes sophistiquées. Oui. On sent une atmosphère. Mais je crois que c'est vain tout ça. Je crois qu'on peut avoir tous les blindés du monde. Mais si vous voulez, il y a un moment... Il faut des hommes dedans. D'abord, déjà, oui. Alors bon, je pense que ces hommes sont assez disciplinés pour monter dans leurs blindés. Ceci étant, rien n'empêche quand même, et on l'a vu dans l'histoire, que ces mêmes hommes, sans désobéir d'une manière ouverte, peuvent très bien faire l'andouille. Ça s'appelle Le brave soldat Schweik. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre, où en fait c'est un soldat qui fait semblant de vouloir être le plus obéissant possible et qui ne fait que des bêtises et qui va effectivement saborder les ordres qu'il juge comme étant illégaux, enfin illégitimes plus exactement. Donc on peut effectivement avoir des blindés, mais si on n'a pas la force on n'a pas la foi, c'est-à-dire les hommes qui ont la foi pour les servir, et les hommes qui croient effectivement dans leur mission, à un moment donné, ça s'effondre, tout ça. Bardèche s'élève contre ce qu'il appelle la piraterie financière. Les mots sont très forts, on va droit au but. Et alors, il se moque de Pompidou, qui va demander aux ménagères de France de repousser l'achat de leur machine à laver. Et alors, il y a un texte marrant comme tout. Bardèche dit, je suis tout à fait d'accord avec l'Union des femmes de France, qui était une organisation communiste très forte, qui s'est mis évidemment à critiquer cette proposition, comme quoi c'était le petit peuple qui devait se serrer la ceinture. Mais là aussi, on a là aussi, on a ces propos aujourd'hui. Là aussi, ils s'augmentent au Parlement, ils s'augmentent au Sénat. Les oligarques, évidemment, font des chiffres absolument fantastiques, mais le petit peuple va devoir se serrer la ceinture, baisser son chauffage, se doucher qu'une fois par semaine, enfin... C'est quand même inouï. Oui, c'est inouï. Mais ça passe parce que, justement, il y a la propagande. Parce qu'il y a la propagande. On y vient, cette propagande qui, effectivement, est omniprésente de nos jours. D'ailleurs, il suffit de regarder qui possède les grands médias, par exemple, en France. C'est pas compliqué. Il y a deux catégories de possédants. Il y a l'État, donc c'est dans la main de l'exécutif, et il y a tous les autres médias, hormis quelques exceptions, dont notamment Télé-Liberté, un peu CNews, un peu Radio Courtoisie, enfin et quelques autres médias, qui appartiennent tout simplement aux milliardaires, aux oligarques. Point. Donc c'est pas compliqué dans un pays où en fait les grands médias qui atteignent la majorité de la population, quand on a ces grands médias à sa botte, on peut faire n'importe quoi. On a bien vu avec les agriculteurs, on monte à une séquence audiovisuelle avec notre tout jeune Premier ministre fringant qui monte sur un tas de paille pour montrer qu'il est très proche des agriculteurs, etc. Enfin bon,
on fait du cinéma. Du cinéma total. Et alors, tout ça, évidemment, favorisé aussi par le fait qu'on a bâillonné l'opinion publique et les intellectuels qui sont de l'opposition par tout simplement les lois Pleven et Guesso, qui au départ, si vous voulez, sont des lois intéressantes puisqu'il s'agissait d'interdire des insultes, des violences, des discriminations qui sont néfastes à la vie de la société et qui seraient basées sur la religion, sur l'ethnie, sur la race. Il n'y a rien à redire. Dès le moment où on dit, bah oui, c'est pas sur ça qu'on va faire des différences. On va aller faire des différences sur l'intelligence, sur la bonté, sur la beauté, sur je ne sais quoi. Mais non, on a dit, attention, hein, il faut faire attention parce que si vous commencez à faire des différences, en fin de compte, vous allez peut-être justement faire des différences basées sur des choses qui sont inconvenantes. Et donc, et ces choses inconvenantes, évidemment, c'était l'ethnie, la race et la religion. C'était en fait des choses qui pouvaient être portées par l'immigration. Donc on a fait des lois pour nous forcer en quelque sorte à accepter l'immigration. On a fait, si vous voulez, un chausse-pied. Ces deux lois, c'est un chausse-pied pour faire rentrer l'immigration dans les chaussures. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que ce chausse-pied, il s'est accompagné très vite d'un bâillon. C'est devenu un bâillon. C'est-à-dire que de la tête aux pieds, quoi. Du chausse-pied au bâillon. Il y a une autre règle qui est effrayante, c'est les règles dont parle Madame Ursula von der Leyen, qui dit l'Europe a des règles, l'Europe a des règles, l'Europe a des règles. Et alors, il y a un texte fantastique dans cette mafia des démocraties chez Contre-Culture qui dit ces règles, c'est très très bien d'avoir des règles, dit Maurice, très très bien d'avoir des règles, mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Quelles sont ces règles et on a l'impression qu'il répond à Madame Ursula von der Leyen. C'est très très drôle. Et il a un autre texte aussi très amusant sur oui, ces règles, ça paraît très très bien. Alors c'est un petit point noir au fond du paysage, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le petit point noir va se monter, s'élargir et devenir un typhon. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui avec, encore une fois, toutes ces menaces de guerre saugrenues. Saugrenues, c'est-à-dire ce sont des menaces pour faire peur. Oui. La peur, on sait très bien après Machiavel, on sait très bien après Goebbels, on sait très bien que la peur est un levier absolument redoutable et indépassable pour diriger les hommes. Il y a rien de tel. Vous faites peur à quelqu'un, vous lui faites faire ce que vous voulez. Donc la peur, c'est un jackpot. Ce qui est un procédé qui a été raconté, expliqué par tous les grands psychologues de manipulation des foules. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour revenir précisément à Maurice Barthes, il dit un peu plus loin: la faiblesse des démocraties est d'essayer de se maintenir par des affirmations hypocrites et des méthodes politiques hybrides. Si nous appelions les choses par leur nom, nous y verrions beaucoup plus clair. Nous saurions que nous avons peu de liberté, mais qu'à l'intérieur de ce peu de liberté, nous pouvons peut-être avoir du bon sens et des libertés. Donc il est pour tout simplement permettre la réflexion, permettre l'intelligence, permettre le discernement, permettre la recherche de la vérité. Voilà ce que Bardèche dit dans ses lignes. Et alors, à l'évidence, nous sommes actuellement, et depuis maintenant des dizaines d'années, et de plus en plus, nous sommes dans une société qui ne permet plus la parole. Au nom notamment de ces lois Guesso-Pleven et puis aussi de tout l'état d'esprit qui va avec, l'application de ces lois par la justice qui tire ça vers de plus en plus de contraintes, etc. Donc la parole est bridée, et quand la parole est bridée, la violence est débridée. Quand il n'y a plus de parole, c'est la violence qui prend la place. Quand vous êtes en face de quelqu'un avec qui vous ne pouvez plus vous expliquer,
eh bien, il y a fort à parier, si vous avez quelques moyens physiques, que vous lui mettiez un bourre-pif. Oui. Et alors, le bourre-pif, c'est pas bien grave, on s'en relève, mais quand c'est au niveau d'une société, c'est plus un bourre-pif. C'est une mise au pas. Voilà. C'est une mise au pas. Il a des textes, il a des lignes très très jolies. Nous sommes évidemment pour la démocratie, mais une démocratie pour le peuple et non pas une démocratie pour le pouvoir de certains sur le peuple. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on lui a fait une réputation de fasciste. Parce qu'il a provoqué les populations, il a participé à tous les mouvements fascistes de l'Europe, mais en réalité, ça aussi c'est une accusation communiste. Toute personne qui ne pense pas comme le Parti communiste est un fasciste. Bien entendu. Le mouvement antifasciste a été créé par les communistes. Donc il faut qu'on évite ce propos qu'on entend sans arrêt, c'est un fasciste. Le fascisme, c'est terminé, ça a eu lieu, mais c'est vraiment terminé dans un pays bien précis. Bien sûr. Et donc, et voilà. Et en plus de ça, les trois fascismes ont été extrêmement différentes, qu'ils soient espagnols, italiens ou allemands. Donc, il faut bien comprendre cela et ne pas être prisonnier de ces qualificatifs qui sont imposés par des gens qui ne sont quand même pas des grands démocrates. De toute façon, ils jouent leur jeu, c'est bien normal. Oui. C'est une guerre. La politique, c'est une guerre des idées, c'est une guerre de tous les jours. Donc évidemment, il n'y a rien de tel que d'accuser celui qui n'est pas d'accord avec vous de tous les maux de la terre. Oui, c'est ça. Et bon, voilà. Ceci étant, pour revenir à Guillemin et Bardèche, oui, qu'on a rapproché un petit peu dans cette causerie, on pourrait se demander si effectivement ce rapprochement n'est pas annonciateur, ne pourrait pas être annonciateur d'un rapprochement de toutes les bonnes volontés en faveur de la liberté, en faveur de la justice, en faveur de l'existence effectivement des gens, des véritables honnêtes gens, des gens qui sont sincères, qui gagnent leur vie et non pas qu'ils amassent de l'argent au travers de structures oligarchiques financières mondiales, etc., etc. On pourrait penser quand même, qu'en regardant ces deux intellectuels, qu'il y a évidemment énormément de points communs entre eux. Et donc, d'ailleurs, Bardèche l'admirait. Bien sûr. Et donc, en fait, on est dans une situation telle que il y a une union nécessaire pour nous sauver. Ça, c'est très beau ce que vous dites, mais je vous signale que les oukases demeurent et que maintenant les oukases sont très occidentaux. C'est plus les oukases russes, ce sont des oukases de chez nous. Il est très intéressant. Pour préparer cette émission, j'ai re-regardé le Balzac de Maurice Bardèche et je suis tombée sur ce texte sur Eugénie Grandet. Donc, Eugénie Grandet, c'est cette pauvre fille qui est prisonnière de sa famille et dont le père est un avare monstrueux. Le père Grandet, dit Maurice Bardèche, c'est un spéculateur. Il a racheté à bas prix les biens de l'Église, il spécule sur le prix des denrées alimentaires. Enfin, c'est la définition du spéculateur. Donc il existe à toutes les époques, le spéculateur. Bien sûr, et à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Bien sûr. Donc, cette lecture du monde et cette lecture politique est une lecture très enrichissante. Et je crois, chers amis de TV Liberté, que vous éprouverez grand bonheur à lire notre monde contemporain à partir de ce texte de Maurice Bardèche, La mafia des démocraties chez Contre-Culture. 18,50 €. 18,50 €, c'est donné. Merci beaucoup Pierre Lours d'avoir fait ce rapprochement avec Henri Guillemin, parce que il est clair parfaitement que des esprits très lucides avaient compris ce qui se passait très vite, mais qu'on les met sous le boisseau, qu'on ne met pas ses propos en valeur. Et je crois que vous avez fait œuvre très utile. Merci beaucoup Pierre Lours. Merci Anne. Amis de TV Liberté, à très vite.
Chers amis de TV Liberté, bonjour, heureuse de vous retrouver. Nous célébrons aussi notre 10e année de cette émission, ce qui fait un joli temps. 10 années, c'est quelque chose de très sérieux. 10 années d'amitié et de culture, et ce fut un bonheur pour moi. Je reçois ce matin un acteur, Laurent Studer, que vous connaissez. Laurent est au Théâtre du Nord-Ouest en ce moment. Sa passion, c'est La Fontaine. Il a un site qui s'appelle haro-sur-le-baudet.free.fr et il est très très intéressant parce qu'il a l'art de les chercher, les derniers cahiers de La Fontaine, les dernières œuvres de La Fontaine qui sont beaucoup moins connues. Et donc nous allons consacrer cette petite émission à deux chefs-d'œuvre qui sont inconnus. Ça qui est bien, c'est qu'avec les grands auteurs, on n'en a jamais fini. Oui, alors chez La Fontaine, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que il a gardé son style du premier livre jusqu'au 12e. Oui. Dans le premier livre, dont il y a l'Hirondelle et les petits oiseaux, qui est la dernière fable du premier livre, qui est assez étonnante, et on voit déjà toute la connaissance de La Fontaine, parce que La Fontaine connaissait évidemment très bien Homère, et il connaissait très bien aussi les fables d'Ésope. Et dans les fables d'Ésope, il a rajouté des éléments de l'Iliade ou de l'Odyssée. Ah oui. Donc il enrichit. Alors Ésope, c'est le talent de la mise en scène. Il a le talent de la mise en scène et poétique, certainement, ça il y a pas de souci. Mais c'est surtout la mise en scène. Et c'est ce talent de la mise en scène que La Fontaine va rajouter son talent littéraire. Donc il y a deux talents qui se confondent. Hein, qui se superposent en plus. Oui, et qui vont dans la même direction, la direction. Et La Fontaine rajoute là le côté effectivement de la culture chrétienne avec Ésope. Hein. Ésope est aussi dans ce début et ça va être transcendé par La Fontaine. Voilà. Et donc dans l'Hirondelle et les petits oiseaux, il y a une allusion à Cassandre. Voilà, et c'est intéressant ce que vous dites. Je n'avais jamais entendu dire que j'avais jamais entendu parler d'un fond chrétien dans ces fables. Ah si, dans ce sens que surtout à la fin de sa vie. Oui, donc, oui, c'est vrai. À la fin de sa vie, effectivement. Il y a une grande conversion. D'abord, il s'est rendu compte de ses péchés, donc c'est une première chose extrêmement. Il a vécu difficilement, donc il se confessait 2 fois par jour, et puis il est mort avec un cilice. Oui, ça, je savais ça. Oui. Et dans les compagnons d'Ulysse, il y a effectivement, c'est vraiment une fable chrétienne. Alors, racontez-la. On va pas la dire parce qu'elle est longue. Et puis, il faut laisser l'envie aux téléspectateurs d'aller au Théâtre du Nord-Ouest, février et début mars. Et jusqu'au fin mars, jusqu'au 30 mars. Jusqu'au 30 mars. Donc, vous pouvez y arriver. C'est très simple, hein, parce que c'est au métro Bonne Nouvelle. Non, métro Grand Boulevard, pardon. C'est 13 rue du Faubourg Montmartre. C'est très pratique. Mais j'aime beaucoup cette histoire que j'ai découverte grâce à vous. Alors racontez-nous en peu de mots. Donc c'est l'histoire des compagnons d'Ulysse, voilà, qui sont métamorphosés par Circé, la sorcière, en animaux. Voilà. Et donc, là, que se passe-t-il? Donc voilà, donc c'est l'Odyssée. Hein, donc il part sur son radeau avec ses compagnons, et donc il arrive dans l'île de Circé, qui tenait sa cour. Hein, elle tenait tout. Et en fait, dès qu'elle les voit arriver, elle les transforme dans Homère en porc, en porc. Et La Fontaine va les transformer en lion, en éléphant, en ours.
Et après, Ulysse voudra les faire revenir... à leur état normal. État normal. Et chacun va justifier que c'est mieux de rester un animal. Il y a tous les avantages. Voilà. Et puis même... D'abord, ils sont devenus forts et invincibles. Ben, le lion, il est roi. L'ours, il est amoureux d'une ours. Il est heureux. Il n'a rien à faire de revenir un homme. Voilà. Et le loup, il compare l'homme à un scélérat. T'es un scélérat, tu manges aussi mes agneaux, il dit... voilà, si je l'avais pas mangé, tu les aurais mangés. Scélérat pour scélérat, il vaut mieux rester. Hein. Je ne veux pas changer d'état. Il veut rester un loup et il le prouve. Voilà, il les justifie, c'est ça. Ça, c'est très dur, je trouve, pour les hommes. Enfin, les hommes au sens générique du terme. Il vaut mieux évidemment. être un loup pour manger, comme ça, on discute pas, on fait pas des réflexions, on s'élève pas, on va directement tuer. Alors, votre hirondelle. Alors, l'hirondelle... On l'écoute. Sans commentaire. L'hirondelle et les petits oiseaux. Une hirondelle, en ses voyages, avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages, et devant qu'ils fussent éclos, les annonçait aux matelots. Il arriva qu'au temps que le chanvre se sème, elle vit un manant en couvrir maintes sillons. « Ceci ne me plaît pas, dit-elle aux oisillons. Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous, cette main qui par les airs chemine, un jour viendra, qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là naîtront engins à vous envelopper et lacets à vous attraper. Enfin, maintes et maintes machines qui causera dans la saison votre mort ou votre prison. Gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi leur dit l'hirondelle, mangez ce grain et croyez-moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle. Ils trouvaient au champ trop de quoi. Quand la chenevière fut verte, l'hirondelle leur dit, arrachez brin à brin ce qu'a produit ce maudit grain, ou soyez sûrs de votre perte. Prophète de malheur, babillard, dit-on, bel emploi que tu nous donnes. Il nous faudrait 1000 personnes pour éplucher tout ce canton. La chanvre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta, ceci ne va pas bien. Mauvaise graine est tôt venue. Mais puisque vous ne m'avez jamais cru, dès que vous verrez que la terre sera couverte, et qu'à leur blé, les gens n'étant plus occupés, feront aux oisillons la guerre, quand reginglettes et réseaux attraperont petit oiseau, ne volez plus de place en place, imitez le canard, la grue et la bécasse. Et vous n'êtes pas en état de passer comme nous les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous renfermer au trou de quelques murs. Les oisillons, las de l'entendre, se mirent à jaser, aussi confusément que faisaient les Troyens, quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prit aux uns comme aux autres. Ben Oisillon se vit esclave retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu. Merci Laurent. Et en plus de ça, Laurent, c'est exactement ce qui se passe. Les oisillons disparaissent. Oui. Trop de... Aussi, voilà, exactement. Les oisillons... Trop de mauvais produits, trop de... Oui, on mange trop de mauvaises graines. Donc effectivement, puis on nous prévient, mais on y va quand même. on y va quand même. Ça, le Cassandre, c'est un des grands enseignements d'Homère. Hein. Cassandre qui n'est pas écouté, c'est... Alors Cassandre... Il faut en général 50 ans pour qu'on dise « Ah oui, Cassandre avait raison ». Alors c'est Apollon qui a donné ce don à Cassandre. Oui, qui a donné ce don, mais qui a créé Troie en partie, et donc et Apollon a enseigné les oracles à Cassandre.
Et une fois que Cassandre, effectivement, elle avait ce don, et puis elle savait le faire, en fait, elle devait coucher avec lui. Hein, elle devait donner ses... C'est un grand classique chez les dieux. Voilà. Et Cassandre... si Dieu soit-il, ils sont très humains. Et Cassandre a refusé, parce qu'en fait, elle priait Hécate, et c'est une déesse vierge. Oui. Et elle voulait rester vierge. Ah, voilà. Oui. Alors, Apollon... On apprenait des choses. Apollon, il lui a craché dans la bouche, et il a retiré le don de persuasion. Ah, quelle horreur. Donc, avait beau parler, dire la vérité, personne ne pouvait l'entendre. Ah, oui. Voilà. C'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. Bravo, merci de nous avoir appris ça. En effet, ça m'étonnait. Pourquoi est-ce que Cassandre n'est pas entendue? Je ne connaissais pas l'histoire. Ben, elle a été châtiée par Apollon. J'ai bien fait de vous inviter. Cette vengeance est atroce. Oui. Une autre fable, Laurent? Alors, la Ligue des rats, c'est une fable elle n'est pas dans le 12e livre, elle est dans l'appendice. Oui. Il avait 2 hésitations, il avait des mots, il n'avait pas encore... il n'était pas absolument sûr, donc elle a été éditée, et il y a des petites modifications. Il y a 2 que les éditeurs, en fait, après, sont dit « Ah oui, mais comme La Fontaine hésitait, donc ils ont changé un peu les mots, voilà, comme ça. Mais là, je vais faire la vraie, c'est-à-dire celle qui est dans la Pléiade, évidemment. Hein. Il faut toujours se référer à la Pléiade, parce que ils vont très très loin dans les recherches, et ils ont raison. Donc, je vais faire la Ligue des rats, voilà. Une souris craignait un chat, qui dès longtemps la guettait au passage. Que faire en cet état? Elle, prudente et sage, consulte son voisin. C'était un maître rat dont la rateuse seigneurie s'était logée en bonne hôtellerie, et qui 100 fois s'était vanté, dit-on, de ne craindre de chat ou chatte, ni coup de dent, ni coup de patte. « Dame souris, lui dit ce fanfaron, ma foi, quoi que je fasse, je ne puis chasser le chat qui vous menace, mais assemblant tous les rats d'alentour, je lui pourrais jouer d'un mauvais tour. » La souris fait une humble révérence, et le rat court en diligence à l'office, qu'on nomme autrement la dépense. Il arrive, les sens troublés, et les poumons tout essoufflés. « Qu'avez-vous donc ?» lui dit un de ces rats. « Parlez !»« Ce qui fait mon voyage, répond-il, c'est qu'il faut promptement secourir la souris. Car Ramina Groby fait en tout lieu un étrange ravage. Ce chat, le plus diable des chats, s'il manque de souris, voudra manger des rats. » Chacun dit, il est vrai. Si, courons, aux armes. Quelques rats, dit-on, répandirent des larmes. N'importe, rien n'arrête un si noble projet. Chacun se met en équipage. Chacun met dans son sac un morceau de fromage. Chacun promet enfin de risquer le paquet. Ils allaient tous comme à la fête, l'esprit content, le cœur joyeux. Cependant, le chat tenait déjà la souris par la tête. Ils s'avancèrent à grands pas pour secourir leur bon ami. Mais le chat, qui n'en démord pas, gronde et marche au-devant de la troupe ennemie. À ce bruit, nos très prudents rats font, sans pousser plus loin leur prétendu fracas, une retraite fortunée. Chaque rat rentre dans son trou, et si quelqu'un en sort, gare encore le matou. Elle est effrayante, cette femme, parce qu'elle fait penser elle fait référence à nos bruits de guerre, qui sont extrêmement tristes et fous. Oui, et la menace qu'on peut être confiné et on a peur de sortir. Oui. Hein? Oui, non, mais je pense à la vraie guerre. À la vraie guerre. Écoutez, Laurent, c'est merveilleux. Alors, vous jouez donc au Théâtre du Nord-Ouest, 13 rue du Faubourg Montmartre, métro Grand Boulevard. Allez sur le site de Laurent, Haro sur le Haro, donc H-A-R-O-S. Non.
Haro, H-A-R-O, est tout attaché sur le Baudet.fr, .free.fr ou sur le site du Théâtre du Nord-Ouest, et vous trouverez le programme de ces chefs-d'œuvre inconnus, et c'est ça qui est de merveilleux, c'est de connaître, de découvrir des fables qu'on n'a pas du tout, dont on n'a pas du tout connaissance. Il y a quelqu'un d'autre que j'aimerais saluer sur cette chaîne, c'est Philippe Ariotti, qui donne au Théâtre du Nord-Ouest l'école des femmes avec Génère lui-même. Oui. Donc ça, c'est un très beau spectacle. Et puis il faut que vous découvriez ce Théâtre du Nord-Ouest qui est une merveille de simplicité puisqu'ils n'ont pas un sou. C'est un théâtre qui fait des prouesses. Je ne sais pas s'ils font encore leurs œuvres complètes. Tout Corneille, tout Molière, tout Racine. Ils ont fait ça. Oui, là, il y a beaucoup de Molière, très bien joué par Jean-Luc Janner. Oui. C'est magnifique parce que c'est... En fait, je veux dire, le Nord-Ouest, c'est le paradis des comédiens. Oui. On arrive dans un endroit, ça respire la simplicité, le talent, le décor, le costume. On est proche des comédiens et il y a un échange direct en simplicité, en foi. Et puis tout centré sur le texte, la diction, et vous êtes tous, quand vous jouez au Nord-Ouest, vous êtes tous très très forts. C'est vraiment l'essentiel, le texte. Voilà. Et vous choisissez toujours des textes essentiels aussi. Donc, il faut aller au Nord-Ouest. Et il y a le procès de Jeanne d'Arc. Bientôt. Oui, aussi. Oui, le 13, le 17, donc demain. Oui. Samedi 17, et c'est magnifique. Et je joue aussi le 17 avant à 14h30, et après il y a le procès de Jeanne d'Arc donc à 16h30. c'est toute une journée. Voilà, restez toute la journée au Théâtre du Nord-Ouest. Toute une journée. Merci beaucoup, Laurence Teder, d'être venu nous enchanter avec l'éternel Jean de La Fontaine. Merci de m'avoir invité, Anne. À bientôt. Au revoir. Au revoir, chers amis de TV Liberté.